Bienvenue dans Bien avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à explorer la méditation et le yoga comme outil d'écoute et de connaissance de soi. Je m'appelle Léa, je suis prof de yoga et de méditation, passionnée par le rapport que nous pouvons entretenir avec notre corps et plus largement avec nous-mêmes. Selon moi, ces pratiques sont l'occasion d'explorer un chemin de connaissance de soi qui permet, petit à petit, de développer une relation plus bienveillante avec son corps. Je vous partage donc dans ce podcast les apports de ces disciplines sur le rapport à soi, ainsi que des exercices concrets et accessibles pour, pourquoi pas, être bien avec son corps. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien avec son corps. Dans cette première partie dossier, je vous propose de nous questionner sur les rapports qu'il existe entre la santé mentale et le bien-être corporel. En effet, comment pourrais-je tenir un podcast intitulé Bien avec son corps sans vous parler du mental et de son outil majeur, le cerveau ? Et pourquoi faisons-nous d'ailleurs encore aujourd'hui une distinction si forte entre notre corps d'un côté et notre esprit ou notre mental selon les termes de l'autre ? Quels sont les liens avérés par la science des effets du mental sur le corps et inversement ? Comment le fonctionnement du cerveau peut-il affecter celui du corps et inversement ? Enfin, quelles sont les techniques, les pratiques qui peuvent nous aider à prendre soin de notre santé mentale, comme on est souvent invité à prendre soin de notre corps ? Ce sont toutes les questions auxquelles je vous propose de répondre aujourd'hui dans cet épisode. Si cet épisode vous plaît, abonnez-vous à ce podcast et laissez-moi un avis depuis votre plateforme d'écoute. C'est très important pour moi et pour la production de ce contenu. Vous pouvez aussi suivre mes aventures sur mon compte Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes. Commençons par répondre à la question « Quel est le lien entre le corps et l'esprit ?» d'un point de vue d'abord philosophique. La vision philosophique occidentale du rapport entre le corps et l'esprit a longuement évolué au fil des siècles, avec de nombreuses écoles de pensée proposant plusieurs perspectives. Mais certaines de ces écoles ont marqué plus que d'autres nos impensés collectifs et sociaux sur les distinctions et le lien qu'il existe entre le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. J'en profite pour préciser qu'en l'absence de toute connotation spirituelle, ce qui n'est pas toujours le cas en philosophie en réalité, le terme « esprit » peut simplement désigner l'ensemble de nos activités mentales. Le terme « esprit » correspond donc plus ou moins à ce que d'autres appellent le mental, et je vais donc employer dans cet épisode successivement l'un ou l'autre terme. L'approche philosophique qui a probablement marqué le plus notre société, encore aujourd'hui, c'est le dualisme cartésien. Cela vient du philosophe du XVIIe siècle, René Descartes, qui a développé une théorie du dualisme en séparant nettement le corps de l'esprit. Selon lui, le corps est matériel et soumis aux lois de la physique, alors que l'esprit, qu'il entend plutôt au sens d'âme dans sa pensée, est immatériel et indépendante du corps. Cette séparation entre le corps et l'esprit est souvent résumée par la célèbre phrase de Descartes « Je pense, donc je suis ». Dans la continuité de cette dichotomie, entre corps d'un côté et esprit de l'autre, les existentialistes, dont le plus célèbre est Jean-Paul Sartre, mettent l'accent sur la liberté et la responsabilité individuelle. Dans l'existentialisme, le corps est souvent considéré comme un facteur limitant, mais l'esprit, ici plutôt associé au terme de conscience, est perçu comme libre et capable de choix. En réalité, bien d'autres courants philosophiques ont réfuté cette stricte séparation entre corps et esprit. C'est le cas du courant matérialiste, principalement représenté par Thomas Hobbes, qui considère que tout ce qui existe est matériel, y compris l'esprit. Dans cette perspective donc, l'esprit est considéré comme une manifestation complexe du cerveau et des processus physiques. Cette approche nie donc une dualité stricte entre le corps et l'esprit. C'est aussi le cas du courant de la phénoménologie, initié par Husserl, qui propose une approche qui met l'accent sur l'expérience subjective. Les phénoménologues considèrent le corps comme une partie intégrante de l'expérience consciente. Un phénoménologue du XXe siècle très connu, Merleau-Ponty, a développé l'idée que le corps est le moyen par lequel nous expérimentons le monde et que le corps et l'esprit sont donc profondément entrelacés. Maintenant, plaçons-nous dans le contexte des écoles philosophiques qui ont soutenu ou influencé la pratique du yoga, notamment dans ses origines d'abord védiques puis plus largement indiennes.
Je précise indienne au sens pas simplement hindou, comme ont tendance à le sous-entendre actuellement certains partis politiques en Inde qui tentent de se réapproprier le yoga comme une pratique qui serait exclusivement hindoue. Dans le cadre des écoles philosophiques qui ont soutenu la pratique du yoga, la séparation entre corps et esprit n'a pas vraiment lieu d'être. Ainsi, dans la Katha Upanishad, on nous dit que le corps est comme un char. L'âme, Atman, en est le maître. L'intelligence, Buddhi, en est le cocher. L'esprit, Manas, joue le rôle des rênes, quant aux chevaux, ce sont les sens, le monde et leur carrière. Ainsi, l'esprit, Manas, et l'intelligence Buddhi sont des parties intégrantes du corps, tel un char. C'est pour cela d'ailleurs que traduire le mot yoga par l'union, et notamment l'union du corps et de l'esprit, qu'on chercherait à réconcilier grâce à la pratique, n'est pas complètement juste d'un point de vue strictement philosophique. Vous pouvez aimer pratiquer le yoga car vous considérez que ça vous aide à réunir, réconcilier votre corps et votre esprit. Certes, la racine du mot yoga, yuj, peut signifier unir, mais elle signifie aussi atteler pour aller vers, ou encore se concentrer. Le yoga peut être une pratique d'union, mais dans ce cas-là, c'est plutôt l'union entre Atman et Brahman. Atman désignerait une sorte d'âme individuelle présente dans chaque être vivant, mais pas complètement personnelle au sens où nous-mêmes occidentaux entendons l'âme, et Brahman, une sorte de réalité ultime, l'essence cosmique, infinie, qui englobe tout dans l'univers, source de toute existence, qui transcende le temps, l'espace et toutes les dualités. Atman est une partie de Brahman, et réaliser cette connexion peut amener à l'éveil spirituel. Quand on définit le yoga comme l'union ou la réconciliation du corps et de l'esprit, il s'agit plutôt d'un des bienfaits de cette pratique qui conçoit le corps comme un tout bien plus large, dans notre monde occidental qui a longtemps pensé ces deux éléments comme distincts. À présent que ce tour d'horizon philosophique sur la séparation entre corps et esprit est fait, je voulais revenir sur la deuxième question que je me suis rapidement posée en préparant cet épisode, qui est quels sont les liens avérés qu'il existe entre santé mentale et bien-être corporel. Parce que oui, d'un point de vue médical et scientifique, il existe des interactions complexes et bidirectionnelles entre la santé mentale et le bien-être corporel. Cela est particulièrement vrai au niveau de nos hormones et de nos neurotransmetteurs. Les hormones et les neurotransmetteurs ont un impact très fort sur le fonctionnement global de notre corps et de notre cerveau. Elles régulent tous deux de nombreuses fonctions comme le sommeil, la fertilité, le stress, l'humeur, le niveau d'énergie ou encore la digestion. Et des déséquilibres chimiques dans le cerveau peuvent affecter la régulation des hormones et des neurotransmetteurs dans notre corps et alors influencer à la fois notre bien-être mental mais aussi physique. Le stress chronique, par exemple, peut affecter notre système immunitaire. Il peut aussi induire des troubles de la fertilité, car le travail des neurotransmetteurs et des hormones, en cas de stress chronique, va se concentrer dans l'idée de combattre l'origine de ce stress et ses effets, plutôt que de veiller au bon fonctionnement d'autres fonctions du corps considérées comme non prioritaires en cas de stress chronique. Un état de stress chronique peut se manifester notamment par des symptômes physiques, comme des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles gastro-intestinaux. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les maladies psychosomatiques. Le choix même de ce terme est intéressant pour revenir aux racines philosophiques de la distinction entre corps et esprit qui remonte en réalité aux philosophes grecs, notamment Aristote et Platon, puisque psyché en grec désigne l'esprit alors que soma signifie le corps. On parle de maladie ou de troubles psychosomatiques lorsqu'un élément d'ordre psychologique est impliqué, au moins de manière partielle, dans l'apparition de symptômes physiques. Certains troubles mentaux, comme la dépression, empêchent le fonctionnement normal de plusieurs zones du cerveau en charge de la régulation émotionnelle. Dans le cas d'une dépression, c'est le cas notamment de l'hippocampe, de l'amygdale et du cortex préfrontal, qui sont vraiment des zones spécifiquement liées à la régulation des émotions dans notre cerveau, et cela va donc induire forcément des symptômes psychiques. Mais cela amène aussi à des symptômes physiques, en cas de dépression, comme la perte d'appétit ou la fatigue. La dépression peut même affecter durablement la neuroplasticité cérébrale et donc modifier l'aspect même du cerveau. Par ailleurs, toujours sur ce sujet de la dépression, il y a des études en cours sur le lien que peut avoir le fonctionnement du système digestif avec l'apparition de certains troubles de la santé mentale, avec l'apparition aussi de certaines modifications du fonctionnement du cerveau. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande très chaudement le livre de Julia Anders intitulé « Le charme discret de l'intestin » où elle présente longuement les différents types d'effets
que peuvent avoir les intestins, qu'elle appelle le second cerveau, dans différents processus physiologiques, y compris ceux qui entrent en jeu dans la santé mentale. Parce que le microbiote intestinal, qui est composé de milliards de micro-organismes qui vivent dans notre tube digestif, joue un rôle essentiel dans la régulation du système immunitaire et de l'inflammation. Et des recherches assez récentes, puisque le microbiote est un sujet d'étude assez récent de manière générale, montrent que des changements dans la composition de ce microbiote pourraient être liés à des troubles de l'humeur, y compris la dépression. Parce que le microbiote intestinal peut en réalité influencer la production de neurotransmetteurs, ce dont j'ai déjà parlé, tels que la sérotonine notamment, qui joue un rôle très important dans la régulation de l'humeur. Enfin, pour terminer ce micro-tour d'horizon des liens entre santé mentale et bien-être corporel, d'un point de vue scientifique, je voulais vous parler de la douleur. Car oui, la douleur, c'est toujours dans notre tête. Alors pour le résumer de façon très très simpliste et très simplifiée, lorsqu'une partie du corps détecte un signal de douleur, on va avoir des récepteurs de la douleur qu'on appelle des nocicepteurs, qui sont situés dans les tissus, qui vont envoyer des signaux électriques le long des fibres nerveuses pour aller jusqu'à la moelle épinière. Une fois que la moelle épinière reçoit les signaux de douleur, elle va les transmettre à des neurones spécifiques qui eux-mêmes vont les acheminer jusqu'au cerveau. Déjà à cette étape, il peut se passer ce qu'on appelle des processus de modulation de la douleur qui vont influencer l'intensité du signal de douleur tel qu'il va arriver jusqu'au cerveau. Et une fois que ces signaux de douleur arrivent au cerveau, il se passe tout un tas de choses. Il y a beaucoup de zones différentes du cerveau qui entrent en jeu et qui sont activées. Et cela va ensuite donc provoquer également des sollicitations d'autres zones du cerveau associées plutôt à l'émotion, comme l'amygdale, dont j'ai déjà parlé pendant la dépression, qui est affectée par les dépressions notamment. Et donc ça peut expliquer pourquoi parfois la douleur, elle est aussi associée à des réponses émotionnelles comme la peur, l'anxiété ou le stress. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le cerveau possède des systèmes de modulation de la douleur. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, à certaines étapes, la douleur peut être déjà modulée. Et donc par exemple, le cerveau peut produire de l'endorphine pour atténuer la sensation de la douleur en se reliant à des récepteurs spécifiques dans d'autres zones du cerveau. La douleur chronique, par exemple, peut aussi entraîner des changements dans le cerveau, toujours grâce à cette fameuse neuroplasticité cérébrale, en altérant alors la manière dont il traite et perçoit la douleur, ce qui fait que parfois on peut avoir une persistance de la douleur alors qu'il y a eu guérison initiale de la blessure, une forme de mémoire du corps qui est en fait une mémoire du cerveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup en tout cas de douleur biopsychosociale. C'est quelque chose qui est très bien expliqué par le kiné Major Mouvement notamment, dont je vous mettrai le livre en référence de cet épisode. En fait, la douleur est d'abord liée à ce qui se passe dans le corps, ça c'est certain, donc c'est le terme bio, dans biopsychosocial, mais elle va ensuite varier en fonction de notre état d'esprit, puisqu'il a été prouvé que selon les dispositions dans lesquelles on est, selon l'état de stress dans lequel on est, la perception de la douleur sera variable en fonction des individus. Et il faut savoir par exemple que les personnes qui sont en dépression ont des récepteurs aux antidouleurs naturels du corps, notamment l'endorphine, moins efficaces. Donc ça c'est la partie psycho. Et enfin, pour le terme social, dans biopsychosocial, à douleur égale, l'impact ne sera pas le même sur notre vie en fonction de notre travail, de notre vie de couple, de nos habitudes quotidiennes. Pour donner un exemple très personnel, j'ai il n'y a pas longtemps vécu une tendinite au fessier, très très douloureuse, mais peut-être que ma douleur a aussi été amplifiée en fait par rapport à tout un tas d'autres facteurs. D'abord celui qui fait que par mon métier, j'avais une omniprésence de cette douleur, parce que en donnant des cours de yoga, je passais mon temps à tirer quand même sur la zone de la tendinite. Puis j'avais aussi du stress de devoir revivre des choses vraiment pas cool que j'ai vécues avec mon opération du genou il y a une quinzaine d'années maintenant. Et puis aussi probablement un stress d'être inquiétée pour la pérennité même de mon activité. Tout ceci étant dit, en ayant fait un tour d'horizon vraiment très résumé et très vulgarisé, ça va sans dire, des liens entre santé mentale et bien-être corporel, passons maintenant à ce que l'on peut faire pour prendre soin de sa santé mentale et donc de son bien-être corporel, puisque je pense que vous l'avez compris à ce stade, l'un favorise l'autre et inversement. Alors la première pratique pour prendre soin de sa santé mentale, et je voulais commencer par cette pratique parce que ça me paraissait vraiment très important, c'est de consulter tout simplement un professionnel de la santé mentale. J'estime que normalement, dans la majorité des cas et des gens, si on tombe très gravement malade,
on va consulter un médecin pour se faire soigner. Donc il n'y a pas de raison en fait que ce soit pas la même chose lorsqu'il s'agit de santé mentale. Je trouve qu'il y a un très grand tabou encore dans la société autour de prendre soin de sa santé mentale en se faisant accompagner. Et pour ça, je voudrais vous parler un petit peu de l'histoire de l'athlète américaine Simone Biles, qui en 2021, en plein JO de Tokyo, a décidé de se retirer du concours pour prendre soin de sa santé mentale. Elle a vraiment décidé de révéler au monde entier en fait qu'elle se retirait pour elle aurait pu, d'ailleurs je crois que la fédération américaine a dit un problème médical, donc elle aurait pu dire un problème médical, mais elle a vraiment précisé que c'était un problème de santé mentale. Et ça avait vraiment fait beaucoup de bruit à l'époque parce que c'était une des premières fois où on évoquait vraiment ça de manière assez ouverte. Et j'avais trouvé que c'était super. Dans un éditorial du Monde d'ailleurs qui s'appelle La victoire morale de Simone Biles, il y a une phrase que j'aime bien qui dit les sportifs doivent pouvoir évoquer leur santé mentale avec autant d'aisance qu'ils parlent de leurs blessures physiques. Il n'y a aucune raison, si la santé mentale aujourd'hui affecte nos relations, notre mode de vie, ou même notre propre intégrité physique, de pas consulter pour se faire aider. Et à nouveau, pour faire un partage un peu plus personnel, je l'ai moi-même fait en 2019 après un burn-out, parce que j'ai été obligée de prendre des anxiolytiques, et j'ai vu donc, par le fait de devoir prendre des anxiolytiques, la nécessité de me faire accompagner. Et pour ça, j'ai choisi de consulter un psychiatre qui m'a suivie pendant à peu près 2 ans. Ça m'a fait énormément de bien. Et puis j'en ai eu de nouveaux besoins en 2022. Pour le coup, cette fois-ci, je me suis tournée vers une psychologue clinicienne qui m'a fait découvrir l'EMDR, une technique qui est assez efficace sur certains traumatismes, parce que tout simplement j'avais, début 2022, enchaîné consécutivement le décès de ma grand-mère et une fausse couche. Et j'ai aucun mal à parler ouvertement de ces expériences parce que je considère que en fait ces expériences et le besoin de me faire accompagner suite à ces expériences, elles sont similaires en fait au fait d'être assez à l'aise avec le fait aussi de parler du fait que quand j'avais 16 ans, je me suis arraché un morceau d'os dans le genou, j'ai dû consulter un chirurgien, subir une très grosse opération qui à l'époque en plus était expérimentale, de prendre de la morphine, et des antidouleurs très très puissants ensuite pendant longtemps, et de faire 1 an de rééducation avec un kiné. Bref, tout ça pour vous dire que le premier moyen de prendre soin de sa santé mentale, c'est, je pense, de désacraliser le fait qu'il y a des professionnels de santé qui peuvent nous aider ou nous accompagner à le faire si on en a besoin. Ceci étant dit, il y a évidemment ensuite des techniques pour entretenir sa santé mentale, tout comme il y en a pour entretenir sa santé physique en fait. D'ailleurs, si je vous demandais maintenant de me donner des pistes pour prendre soin de votre corps, je suis sûre que vous auriez des idées assez facilement. Peut-être l'alimentation, l'exercice physique, suffisamment de sommeil, boire beaucoup d'eau. Tout ça sont des choses qui viennent assez naturellement, notamment parce qu'il y a beaucoup aussi de campagnes de santé publique, et c'est une très bonne chose pour inviter à prendre soin de son corps. Mais qu'en est-il de la santé mentale ? Comment on peut prendre soin de sa santé mentale de façon un peu plus quotidienne, un peu plus de fond, j'ai envie de dire. En fait, il y a plein de pratiques que j'ai évoquées juste avant qui sont aussi bonnes pour prendre soin de son corps comme de son mental, parce que j'espère qu'à l'approche de la fin de cet épisode, vous avez compris à quel point les deux sont complètement interconnectés. Je voudrais quand même du coup vous donner quelques autres pratiques vraiment spécifiques à la santé mentale, au-delà donc de la première qui est de consulter un professionnel si vous en avez besoin. La seconde, ce serait l'importance des relations sociales. On est des animaux sociaux, le soutien social c'est vraiment très important pour notre équilibre. Donc c'est important de vous entourer de personnes positives, de partager vos expériences, de rester connecté avec vos proches, d'avoir des relations saines en fait, parce que du coup ça va vous fournir un réseau de soutien lorsque justement d'autres pans de votre vie seront peut-être un peu plus compliqués à affronter. Un autre support intéressant, ça peut être celui de la nature. On est une partie de la nature en tant qu'être humain, et donc se balader en forêt, aller en montagne, au bord de la mer, ou même juste aller marcher dans un parc, ça nous aide à nous reconnecter en fait à des choses un peu plus apaisantes, mais aussi profondes, j'ai envie de dire, par rapport à notre existence même. Moi personnellement, quand je sens que je commence à trop stresser dans mes to-do list qui n'en finissent plus, comme dans ma to-do list finir cet épisode de podcast, eh bien je sors toujours prendre l'air dans mon village au bord d'un ruisseau, parce que ça me fait énormément de bien.
Il y a aussi le fait de travailler sa créativité, donc d'avoir des activités qui vous permettent de vous exprimer de façon un peu plus libre. Ça peut être l'art, l'écriture, la musique. Voilà, c'est une bonne manière de prendre soin de son mental, de sa santé mentale. Évidemment, on va commencer à s'approcher de deux choses sur lesquelles je vais passer un tout petit peu plus de temps. La première, c'est pratiquer une activité physique régulière. Donc on en a parlé dans le fait de prendre soin de sa santé physique, mais en fait c'est aussi indispensable pour prendre soin de sa santé mentale et de son cerveau. Du coup, je voulais vous parler un petit peu des éléments et des choses que j'ai apprises dans le livre d'Anaïs Roux, Neurosapiens, qui est aussi un podcast du même nom que je vous recommande chaudement d'ailleurs. Elle nous précise en fait que la pratique d'une activité physique modérée et régulière a des effets sur le fonctionnement cognitif, notamment la concentration, l'attention, la mémoire, l'apprentissage. Il y a même des études qui montreraient que en fait, la pratique d'une activité physique modérée, régulière, a des effets protecteurs contre les pathologies cérébrales comme Alzheimer, mais aussi sur les troubles de la santé mentale, comme l'apparition des stress post-traumatiques et des troubles anxieux. Par ailleurs, la pratique d'une activité physique intense libère ce qu'on appelle les hormones du bonheur, donc la dopamine, l'endorphine, la même qui agit sur la douleur, dont je vous ai déjà parlé, ou la sérotonine, dont j'ai aussi déjà parlé. Par contre, elle nous précise quelque chose de très intéressant vis-à-vis du fonctionnement naturel du cerveau, c'est que la pratique sportive n'est pas naturelle ou instinctive pour le cerveau, qui a considérablement tendance à vouloir l'éviter, parce qu'en fait le cerveau évite tout ce qui lui demande trop d'efforts. Donc c'est important de ne pas compter que sur sa motivation pour pratiquer une activité physique, et pour ça donc de se créer des routines qui vont vous aider à pas avoir besoin d'être motivé pour vous y mettre, mais aussi de trouver une activité physique qui vous plaise, parce que ce que le cerveau aime par-dessus tout, c'est le plaisir. Donc si on trouve une activité qui lui donne du plaisir, il acceptera peut-être un peu plus de faire l'effort. Et pour ça, du coup, le yoga forcément est une pratique hyper intéressante parce qu'on va pouvoir combiner la notion d'activité physique avec celle de pleine conscience, qui est donc la dernière pratique pour prendre soin de sa santé mentale dont je voulais vous parler. Alors, la pleine conscience, c'est bien fait, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 6, Pourquoi ralentir nous fait du bien, du podcast. Donc je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. La méditation de pleine conscience, en fait, c'est une invitation à se mettre pleinement dans l'instant présent, et de porter son attention sans jugement sur ses émotions, ses sensations, ses propres pensées. Il y a de nombreuses études qui ont démontré les effets de la méditation de pleine conscience sur la santé mentale. Notamment le grand méditant et moine bouddhiste Matthieu Ricard a beaucoup donné de lui-même à la science pour que des études puissent être faites sur l'évolution de son cerveau face à toute cette pratique de méditation, et ça a montré effectivement des choses très intéressantes, mais à un niveau peut-être moins avancé qu'un fervent méditant comme lui. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la méditation a des effets sur l'amélioration de la santé mentale, avec notamment la réduction du stress et la diminution de l'hormone qui est associée au stress, le cortisol, la réduction des symptômes dépressifs. D'ailleurs, c'est sur cette base que le psychiatre Christophe André, qui est un très grand méditant lui aussi, utilise la méditation à l'hôpital Sainte-Anne. Et moi, c'est avec Christophe André que j'ai découvert la méditation de pleine conscience. La méditation a aussi des effets sur la gestion de la douleur, et notamment la douleur chronique. Puisqu'on en a parlé, la douleur chronique, elle impacte aussi le cerveau et son fonctionnement, et la méditation peut jouer sur la neuroplasticité cérébrale aussi, donc c'est une pratique qui est très intéressante pour ça. Et enfin, la méditation a des effets assez flagrants sur l'amélioration de la concentration et des processus cognitifs, des processus de pensée. Et puis, évidemment, la méditation, elle favorise énormément la pratique ou l'attitude d'acceptation et d'autocompassion. L'autocompassion, c'est quelque chose qui moi me tient particulièrement à cœur. Ça consiste à traiter nos erreurs, nos difficultés avec bienveillance plutôt qu'avec jugement, et c'est vraiment un entraînement à l'autocompassion, je trouve, la méditation pour ça. Alors évidemment, selon les situations, je rappelle à nouveau que le point numéro 1 de toutes les pratiques que je vous ai proposées, c'est avant tout de se faire accompagner par des pros, parce que la méditation de pleine conscience, c'est pas une solution universelle ou une solution miracle qui convient à tous les types de problèmes de santé mentale, mais de la même manière qu'on peut faire du sport pour prendre soin de son corps, eh bien c'est une pratique qui pourrait nous aider à prendre soin autant de notre mental que de notre corps.
Et vous me voyez peut-être venir maintenant à promouvoir avec autant de ferveur la pratique de la méditation, puisque dans le prochain épisode, je vous propose de pratiquer donc une méditation de pleine conscience que j'ai intitulée « Prendre soin ». Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans la pratique ou dans un prochain épisode.